Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a la chance de recevoir Pierre Darcagnan pour son roman Nous sommes immortels, sorti en août dernier aux éditions Anne Carrière. C'est la 333e rencontre Vlil. Et ce soir, c'est un roman très particulier, très dense, très romanesque. Là aussi, on va longuement en parler parce qu'il y a différentes époques, différents personnages, différents points de vue, différentes théories, différentes anecdotes, des anecdotes assez incroyables. Et donc, on va en parler ce soir avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant que Stéphane Carrière n'arrive et nous raconte peut-être la genèse de l'arrivée de Pierre d'Arcagnan au sein des éditions Anne Carrière avec le rapport chinois il y a quelques années, et ensuite avec Nous sommes immortels, j'aimerais que vous nous parliez de votre rapport à l'écriture, de votre rapport à la littérature. On a l'impression que vous écrivez depuis 30 ans, et pourtant, ce n'est pas le cas. En tout cas, vous écrivez peut-être depuis 30 ans, mais vous ne publiez que depuis peu. Et véritablement, le talent littéraire dont vous faites preuve est assez admirable. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre rapport déjà à la littérature, comment vous êtes entré dans ce monde-là. Déjà, je vous remercie pour la présentation que vous avez faite de mon écriture. Euh, je suis arrivé par la littérature comme tout le monde, par la lecture. Parce que j'ai fait comme ma mère qui lisait beaucoup. Donc, ça n'a pas été tellement j'avais pas tellement d'autres choix que de lire parce que j'ai toujours été habitué à lire. J'aimais bien lire quand j'étais petit, mais c'était beaucoup aussi sous la contrainte. Ma mère considérait que c'était normal que je lise mais comme tous les enfants, enfin la plupart en tout cas, j'aurais préféré regarder la télévision que de lire des livres, hein. Mais donc j'ai eu j'ai toujours lu parce que j'avais une mère qui avait lu tous les livres du monde. L'écriture est arrivée aussi assez naturellement, comme beaucoup de gamins. J'ai fait des débuts de romans qui se sont arrêtés en page 10 pour le plus abouti. Et en fait, mon rapport à l'écriture, il a paradoxalement véritablement commencé quand j'ai résumé les matchs de football qu'on faisait avec mon équipe et dans lequel il était assez peu question du match, mais plutôt les à côté, etc. Et puis, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Ça me donnait l'occasion d'écrire. Et puis, jusqu'au jour où je me suis mis à écrire mon premier roman. Puisque mon premier roman, Le rapport chinois, n'est pas mon vrai premier roman. J'avais un premier manuscrit qui était typiquement le manuscrit de jeunesse dans lequel je souhaitais tout dire, qui était une vraie autofiction et dans lesquels mon entourage a surtout essayé de chercher ce qui correspondait à ce qu'il connaissait, ce qui est toujours un peu frustrant pour l'auteur, mais ce qui est assez compréhensible. Et j'ai longtemps travaillé ce roman que j'ai fini par abandonner lorsque on m'a donné, c'était le père d'une amie qui était écrivain et qui m'a dit ce qui était la vérité, à savoir que c'était un manuscrit raté et qu'il fallait que je passe à autre chose. Et même si c'est un petit peu dur à encaisser, le plus dur, ça a été de comprendre qu'il avait raison. Et donc, j'ai abandonné celui-ci. J'ai fait d'autres débuts de romans qui n'ont pas abouti jusqu'au jour où je me suis mis au rapport chinois. Je pense que, enfin, comme beaucoup d'auteurs, hein, je ne suis pas très original de ce point de vue-là, mais je suis très inspiré par les romans que je lis. J'ai lu Belle du Seigneur sur le tard quand j'avais une trentaine d'années et j'ai été ébloui, non pas du tout non pas tellement en tout cas par l'histoire d'amour dont j'avais beaucoup parlé, mais par le personnage d'Adrien Deume qui était cette espèce de loser magnifique qui pouvait passer 200 pages à attendre son supérieur hiérarchique qui ne viendrait pas au dîner qu'il avait organisé. Et ça m'avait fasciné. Donc c'est un peu ce personnage-là, en plus du Ignatius Reilly de la Congénération des imbéciles, qui était un de mes romans cultes, qui m'avait donné un peu mon inspiration pour mon premier, pour le rapport chinois, qui est mon premier roman édité en tout cas. Et donc celui-ci, je l'ai écrit en 2 ans, après en gros de 2015 à 2017.
Puis ensuite, je me suis mis à la recherche d'un éditeur, ce qui m'a pris plus de temps que d'écrire le manuscrit, parce que quand vous connaissez personne dans le monde de l'édition, c'est très, très difficile d'être édité, surtout que je ne suis pas du tout un bon commercial, donc c'est pas simple je n'ai comme tout le monde que accès aux services manuscrits des maisons d'édition, dont la plupart des sites internet vous annoncent qu'elles ne reçoivent plus de manuscrits, donc c'est un peu difficile. Et donc j'ai envoyé des premiers manuscrits où j'avais pas de réponse ou dans le meilleur des cas des réponses toutes faites et en parlant avec une autre autrice qui était aussi, parce que je suis avocat, qui était avocate, qui était autrice, qui m'a dit ça ne servait strictement à rien d'envoyer ça au service manuscrit. C'est peut-être vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Et donc, j'ai essayé de trouver des contacts les plus indirects possibles, enfin les plus indirects, les plus directs, les plus indirects, peu importe, pour essayer de rencontrer des éditeurs. Et donc, ces contacts m'ont amené à Elisabeth Samama, qui est une éditrice indépendante. Et c'est elle qui a adoré mon texte, me l'a fait retravailler et qui ensuite m'a mené vers Stéphane Carrière, des éditions Une Carrière. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé avec la parution du rapport chinois en 2021. Alors très bien, merci pour cette honnêteté. Et le roman est imprégné d'engagement, d'honnêteté et évidemment d'engagement, c'est le mot, je pense. Je pense que c'est un roman extrêmement engagé, extrêmement politique. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à rentrer dans ce monde-là? Alors, il y a beaucoup de thématiques dans ce roman-là. Ça va être difficile de les résumer, difficile de résumer ce roman-là. Je pense que celui qui arrive à faire un pitch du roman en 30 secondes est un génie. Stephen Carrière aurait peut-être pu le faire. Cela étant, il y a beaucoup de choses dans ce roman-là. On va commencer déjà par la genèse finalement. Par quelle porte vous rentrez? Est-ce que c'est la porte de la thématique de la sorcière, de la figure tutélaire de la sorcière? Est-ce que c'est l'écoféminisme, le féminisme, les rapports de force entre hommes et femmes aujourd'hui? Est-ce que c'est le quartier de la Goutte d'Or? Finalement, qu'est-ce qui vous permet de rentrer dans ce roman-là? Est-ce que toutes ces thématiques-là ont été apportées, entre guillemets, directement dans votre esprit? Mais qu'est-ce qui démarre? Quel est le démarrage de Nous sommes immortels? Toutes ces thématiques, elles sont effectivement présentes dans mon esprit dès le départ. La difficulté, c'est d'essayer de les mettre, de structurer quelque chose autour de toutes ces thématiques-là. C'est comme si elles trottaient dans ma tête depuis. Je suis très sensible évidemment à tout ce qui se passe dans l'époque, notamment enfin, sur la question du féminisme, le mouvement, si on peut se dire, fondamental de cette dernière décennie, et tant mieux. Euh, mais je voyais pas trop comment mettre toutes ces intuitions, que ce soit voilà, la figure de la sorcière, dont j'en reparlerai, qui est assez personnelle chez moi, le féministe, la goutte d'or dans lequel j'ai emménagé il y a 5 ans, qui m'avait aussi beaucoup marqué. Et c'est comme pour mon premier roman, j'ai eu également ce qui m'a poussé à écrire ce roman-là, c'est un autre roman, c'est Jérusalem d'Alan Moore. Alan Moore, qui est plutôt connu pour être un scénariste de bande dessinée, de comics que personnellement je ne lis pas, mais il a écrit ce roman qui est un roman de 1000 pages à propos que vous connaissez sans doute, hein, à propos de sa ville de Northampton en Angleterre, qui est une ville de 200 000 habitants qui n'intéresse strictement personne. Et il a réussi à en faire, pour reprendre l'expression consacrée, un roman monde. Et c'est effectivement le cas parce qu'il arrive à mêler les époques, à mêler les personnages, tout s'entrechoque, etc. Donc j'avais été ébloui par ce roman-là. Et comme je suis toujours inspiré par ma lecture, j'avais cette idée en tête. Je m'étais dit, j'adorerais faire quelque chose comme ça. Et quand j'ai emménagé à la Goutte d'Or il y a 5 ans, j'ai trouvé dans ce quartier quelque chose que je ne retrouvais pas ailleurs. C'est comme si c'est la Goutte d'Or à Paris, je ne sais pas si tout le monde connaît, il n'y a pas de raison, mais il s'est connu généralement surtout pour avoir été le décor de l'Assommoir de Zola. Et c'est un quartier qui n'a finalement pas tellement changé depuis le milieu du 19e siècle. C'est toujours un quartier qui fait partie depuis le milieu du 19e siècle de Paris, mais qui est toujours en marge. Et c'est cette marginalité qui m'a convaincu que
c'était un quartier idéal pour accueillir des sorcières qui, de la même manière, bah, se situent toujours en marge de la société. Et donc, j'ai eu cette idée d'écrire sur des sorcières qui, donc, en marge de la société, qui habiteraient dans un quartier qui est en marge du reste du monde, à savoir la Goutte d'Or. C'est un peu l'idée, la jeunesse du roman, c'est celle-là. Étant précisé que je disais tout à l'heure, j'avais un rapport un peu singulier à la sorcière. C'est une réalité parce que, pour une raison très personnelle, c'est que depuis que j'ai une vingtaine d'années, je souffre, si on peut dire, d'un trouble du sommeil qui s'appelle le syndrome de la vieille sorcière et qui consiste en des hallucinations, non, de paralysie du sommeil. C'est un phénomène qui, je ne suis pas du tout le seul à faire ça, mais et c'est-à-dire que lorsque, dans les phases d'endormissement ou les phases de réveil, il m'arrive d'avoir mon corps qui est endormi et mon esprit qui est éveillé. Comme le cerveau panique, il invente une présence malfaisante qui rentre dans la pièce et donc on a l'impression de voir une espèce de sorcière. Et j'ai depuis une vingtaine d'années un peu cette idée en tête. Je me suis dit que ça serait un bon point de départ pour écrire un roman. Et donc j'ai mêlé toutes ces inspirations-là en essayant d'en faire quelque chose de cohérent. Alors justement, le syndrome de la vieille sorcière, c'est une partie en effet du livre qui surprend. Ce qui est fou dans votre roman, c'est que on a l'impression que tout est inventé. Et en réalité, beaucoup de choses, 80% peut-être, 80% de ce qui est écrit est vrai. Et on est surpris à chaque page. On parlera tout à l'heure de Fleury-Joseph Crépin aussi. Mais on a l'impression que euh, finalement, vous nous manipulez sans nous manipuler. Ce que j'aimerais savoir, c'est la frontière entre la réalité et la fiction. Il y a évidemment une part de fiction, une grande part de fiction aussi dans Nous sommes immortels, mais finalement, le fil rouge, c'est quand même ce qui nous retient, c'est la réalité. Comment vous avez jugulé finalement ces deux matières, la fiction et la réalité, pour en faire quelque chose de totalement crédible? C'est justement un de mes grands plaisirs de l'écriture de ce livre-là, c'est de faire des recherches. Parfois, je me dis que je pourrais passer ma vie à faire des travaux préparatoires sur un livre que je n'écrirai jamais, en pensant toujours que tout ce que je lis va pouvoir me servir, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on retient. Heureusement, comme tout le monde, j'en oublie les trois quarts hein, et voire un peu plus. Mais il en reste toujours quelque chose. Ça peut être un sou, ça peut être une anecdote, ça peut être aussi comprendre parfois l'âme d'un quartier, l'âme d'une période, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était surtout de trouver des légendes, que ce soit le quartier de la Goutte d'Or. J'ai pris de la Goutte d'Or, ça aurait pu être un autre, mais je pense qu'en allant un peu vers le, vraiment le particulier, dans le détail du minuscule, on peut arriver à des choses universelles. Donc j'ai essayé de reprendre un peu toutes ces légendes du quartier. En fait, en s'intéressant à ce quartier, je me suis rendu compte que ça me permettait de dire de décrire une certaine histoire de France, une certaine histoire aussi du monde, notamment sur les années 60, les années 70, etc. Donc je suis parti des éléments un peu fondateurs de ce quartier-là et j'ai fait en sorte que mes personnages suivent ces moments fondateurs du quartier. Donc, ça va effectivement aller de la commune de 1871 à la guerre d'Algérie qui a beaucoup marqué le quartier également, ou à tous les mouvements, notamment les luttes des ouvriers arabes des années 70, etc., qui en fait s'inscrivent tout à fait dans l'histoire de France, l'histoire du monde. Et donc j'avais ça comme base. Ensuite, le but, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'écriture, à force de rentrer dans le détail des personnages, les personnages prennent leur propre envol, si je veux dire. Alors, juste tout à l'heure, vous parliez des sources. La bibliographie non exhaustive, vous précisez à la fin, mais elle est terrible, elle est impressionnante. Chaque thématique, un nombre de sources assez incroyable. On est quasiment sur une thèse, hein. J'exagère légèrement. Mais toutes ces sources-là, comment vous traitez finalement? Est-ce que le tamis s'opère de manière extrêmement sélective?
c'est une information qui vous permet parfois de tisser un personnage, de lui affubler quelconque caractère, quelconque fait historique. Finalement, comment vous arrivez à ne pas rentrer totalement dans l'histoire de l'anecdote? Parce que concrètement, chaque personnage aurait pu faire l'objet d'un seul roman. Oui, mais alors c'est justement ça la difficulté. Je pense que chaque lecture, chaque article que j'ai pu lire sur les différents sujets me fascine. Enfin, il y en a encore une fois que j'ai oublié, etc. Mais ce que j'essaye, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir vraiment une sorte d'idée un peu globale qui se dégage sur que ce soit les lectures sur le quartier de la Goutte d'Or, que ce soit sur la période de la Commune, de la guerre d'Algérie, sur l'Ouest américain des années 60, des années 70. À force de lecture, même si j'oublie la plupart de ce que j'ai lu, il m'en reste quand même une sorte d'impression d'ensemble. Et c'est un peu cette impression d'ensemble dans lequel j'essaye d'imprégner mes personnages. C'est un petit peu comme ça que je travaille. Après, sur la bibliographie, on est toujours tiraillé entre la volonté de laisser le suspense sur savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, etc. Moi, ça m'amusait d'une part parce que je pense que par honnêteté intellectuelle, il faut aussi je pense qu'il y a certains sujets qui peuvent intéresser plus ou moins le lecteur, etc. Et si on a envie de creuser, de voir d'autres choses, on a toujours la possibilité de regarder dans la bibliographie. Et je pense que c'est important pour le lecteur d'avoir aussi cette possibilité-là. Par ailleurs, la bibliographie, il y a aussi un plaisir de l'écriture là-dedans. Je l'ai rédigé comme un chapitre à part entière parce que elle est très longue aussi pour me permettre d'y glisser des fausses références qui ne sont pas toujours faciles à déceler. Et ça me plaît beaucoup parce que je me dis peut-être que il y aura peut-être une personne qui ira les vérifier toutes et peut-être qu'il comprendra des choses cachées. Donc ça m'amuse beaucoup. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai tenu à avoir cette longue bibliographie en fin d'ouvrage. Et c'est vrai que c'est un jeu du lecteur. Je m'y suis laissé prendre totalement, puisque à chaque anecdote, chaque fait qui sortait un petit peu de l'ordinaire, je suis allé vérifier. Donc clairement, ça marche. Le lecteur tombe parfois dans le piège, parfois pas, mais en tout cas, à chaque fait historique, on s'interroge, on se questionne et surtout, on se dit non, ce n'est pas possible. Et finalement, ça l'est souvent. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans votre livre. J'aimerais qu'on revienne sur le quartier de la Goutte d'Or, qui est clairement un personnage à part entière. Je ne savais pas que vous y viviez depuis quelques années. Finalement, comment il a évolué ce quartier? Vous en faites des descriptions magnifiques et je pense que ceux qui y vivent seront encore plus chanceux finalement parce qu'ils vont clairement voir l'évolution de ce quartier-là à travers les yeux d'un romancier. Je trouve ça génial. Mais finalement, votre avis sur ce quartier-là, sur l'évolution qu'il a pu avoir, sur les difficultés qu'il a pu aussi euh, affronter, comment vous la voyez? Pourquoi vous êtes allé finalement aussi vivre là-bas? Alors que quand on lit votre roman, on n'a pas forcément toujours envie d'y aller vivre, d'aller y vivre. Donc, c'est intéressant d'avoir fait ce choix-là. Si je suis parfaitement honnête, comme toute personne, notamment les Parisiens, au moment où ils essaient d'acheter un appartement, il faut aussi regarder un peu la réalité des choses. Donc, j'aimerais vous dire que c'est uniquement par création littéraire que je vais là-bas. En fait, la question d'inspiration littéraire, elle passe après la famille. Donc, non, honnêtement, c'est pas du tout pour ça que j'ai atterri là-bas parce que c'est moins cher. Mais c'est une réalité. Et, et ça a été un peu un choc au début. Après, je n'aurais pas été là-bas si ça me rebutait. Mais il y a eu d'abord un choc. Voilà, je ne veux pas faire trop le parisien en parlant de ces choses parce que je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde se rend compte a tout à fait une conscience de ce quartier de la Goutte d'Or, mais il en existe dans d'autres villes, etc. Mais c'est un quartier qui a toujours eu très mauvaise réputation depuis l'origine, depuis sa création, depuis en gros le milieu du 19e siècle. C'est un quartier d'immigration, d'abord d'immigration provinciale, donc celui décrit par Zola dans son roman L'Assommoir,
Et ensuite, il y a eu une émigration tout au long du XXe siècle. C'était les Italiens, les Espagnols, les pays de l'Est. Ensuite, ça a été les Algériens, le pays du Maghreb. Et plus tard, ça a été l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi maintenant l'immigration un petit peu chinoise, etc. Et c'est un quartier où, pour regarder, moi j'ai lu énormément d'articles sur la Goutte d'Or au milieu du 19e siècle, ça a toujours la même réputation. C'est un quartier dans lequel la police ne s'aventurait plus dès la fin du 19e siècle. On avait peur des Apaches au début du 20e. C'était des bandes, il y avait des bandes de voyous qui sévissaient là-bas, etc. Donc, et aujourd'hui, quand on parle de la Goutte d'Or, la plupart du temps, on en parle parce que pour de mauvaises raisons. C'est les mineurs isolés, les agressions, etc. Donc, je vous rassure, on peut vivre à la Goutte d'Or et tout se passe bien. C'est un quartier qui est très différent, qui est d'une richesse extraordinaire. Et ça me permettait aussi, même si dans le livre, je ne dresse pas un tableau idyllique de la Goutte d'Or. J'espère en donner en tout cas l'envie de voir autre chose que les problèmes d'insécurité ou les problèmes de saleté. La saleté existe hein, réellement, mais c'est aussi un quartier qui est riche d'une histoire assez extraordinaire, une certaine histoire de la marginalité. Et c'est un quartier dans lequel qui est très marqué. Vous avez vraiment Barbès d'un côté, qui est le quartier arabe, et le haut Château-Rouge, qui est le quartier africain. Et au milieu de ça, il y a plein de gens qui y vivent. Pour le coup, je suis assez, je vis vraiment dans ce quartier, donc je connais tout le monde autour de moi, bien plus que dans les autres quartiers parisiens dans lesquels j'avais vécu. Donc, ça m'intéressait beaucoup aussi d'écrire ce roman, de faire en sorte que dans ce roman, la Goutte d'Or apparaisse comme une sorte de trou noir autour duquel tout finit par graviter, autour duquel on revient toujours. Et c'était une sorte de revanche. Je voyais une revanche de la Goutte d'Or, ce quartier qui a toujours été tenu un peu en marge de tout, qui se présente comme la Goutte d'Or, comme pardon, le trou noir autour duquel graviterait le reste du monde. Et vous écrivez, la goutte d'or est un trou noir dont on ne parvient jamais à percer l'horizon des événements. Eh oui, c'est brillant. Alors, on va parler de Jane et de Janice, pardon, et de Jeanne, cette mère et cette fille sorcière, qui dans le... Alors, il y a deux livres dans le roman. Il y a un premier livre qui s'appelle L'infrisme. Et là, vous allez évidemment nous parler de cet infrisme, cette projection de Janice en 2026. Il y a plusieurs époques qui sont écrites dans le roman, 2026, et puis ensuite dans les années 70, et puis un petit peu plus tôt également. Mais l'infrisme, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Là aussi, ça a vraiment existé. Avec ce fameux groupe Diabologum, je pense que je prononce bien. Vous allez nous en dire davantage parce que le livre est aussi teinté de musique, de groupes surprenants, de petits groupes dont j'imagine personne ne connaît l'existence, quoique vous allez peut-être nous dire s'il y a des forums notamment en la matière, mais l'infrisme, c'est quelque chose que Janice prend à bras le corps puisque elle peint, elle est artiste et c'est vrai qu'elle a pas sa langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire puisque à la moindre occasion, elle n'hésite pas à recadrer une galeriste d'art notamment. Oui, l'infrisme, c'est un concept que j'avais découvert non pas avec le groupe de musique Diag Golgum, qui effectivement a inventé à la fois ce mot, ce titre, qui est d'ailleurs pas terrible, mais plus que ça, le concept de l'infrisme. L'infrisme, il chantait vous êtes des héros, nous sommes des moins un. Ce qui était, comme je dis dans le livre, une manière de se moquer de ceux qui se targuaient de faire partie de la contre-culture. Et en fait, ce concept-là, moi, j'avais découvert pour une toute autre raison dans un édito de SoFoot. Vous savez, le magazine ça date de 2007 et c'était le numéro 49. Et dans ce numéro 49, en fait, ils expliquaient
euh, que bah, le numéro 49 en gros était raté, mais celui qui vaudrait, ce serait le numéro 50 qui était, sur lequel ils avaient beaucoup travaillé. Donc en gros, ils expliquaient que là, c'était le numéro 50-1 et qui était un peu donc j'avais adoré ce concept, c'était la théorie du moins 1. Et donc j'avais gardé ça en tête depuis longtemps. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de faire de mon personnage Janice, qui est une peintre médiumnique, c'est-à-dire qu'elle peint ce qui lui est dicté par ses hallucinations. Eh bien, le roman commence avec la conviction que elle a peint l'œuvre avant l'œuvre ultime. Et elle qui a toujours été dans la recherche de l'œuvre absolue, eh bien, elle parle beaucoup de cette œuvre moins un, et on ne sait pas très bien ce que va annoncer l'œuvre zéro. Et donc, effectivement, c'était à travers cette question d'un prisme, euh, c'était une manière aussi d'y ranger tout ce qui correspondait à la marginalité, et notamment des petits groupes dont on n'a pas forcément pu parler, etc. C'était bah, comme mon personnage de Janice qui se définit comme une peintre médiumnique qui est très sûre d'elle, etc., mais qui d'extérieur pourrait être regardée un peu de manière militante comme une artiste ratée. Il est souvent d'ailleurs question chez elle d'absolu, d'œuvre absolue. Elle est en quête d'œuvre absolue. Est-ce que vous vous êtes aussi mis à la place de Janice en tant qu'écrivain? Est-ce que vous êtes aussi en quête d'une œuvre absolue? Et est-ce que vous considérez que nous sommes immortels ou le rapport chinois est une œuvre absolue? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que Romain Gary avait raison quand il disait que finalement il n'y a pas d'œuvre absolue? Il a une phrase d'ailleurs dans le roman je ne sais plus laquelle est celle de Romain Gary ou de vous finalement, on ne sait plus trop, peu importe, mais à quelle sauce vous vous êtes rangé finalement? Donc non, je vous rassure, ni Rapport chinois, ni Nous sommes immortels est une œuvre absolue, mais et on a, je pense que on a toujours l'envie d'atteindre une sorte d'absolu, mais Nous sommes immortels, c'est une sorte c'est comme un aveu d'échec de l'œuvre absolue, c'est-à-dire que il y a aussi cette volonté de brasser énormément de sujets, peut-être trop d'ailleurs, mais j'ai très conscience de ça. J'avais vraiment l'envie de faire en sorte que tout gravite autour et en revienne toujours à la goutte d'or, à ces sorcières. Oui, il y a une sorte un peu de mise en abîme de cette œuvre absolue dont je suis, comme beaucoup de monde, comme beaucoup d'écrivains ou d'autres artistes, etc., toujours à la recherche, mais en ayant conscience d'une part que c'est impossible et d'autre part que le produit fini en est évidemment loin. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec Gary, avec ce que lui dit sa mère au début, ce que Jeanne le dit à Janice au début du roman. Elle lui rappelle qu'effectivement, dans la promesse de l'aube, Gary explique sur des pages absolument merveilleuses que lui, le grand rêve de son enfance, ça a été de jongler avec cette balle et il n'y est jamais parvenu. Il a toujours réussi à jongler avec 6 balles et pendant des jours, des semaines et des semaines, il a essayé de jongler avec cette balle jusqu'au jour où il a compris quand il avait 40 en errant parmi les chefs-d'œuvre que la septième balle pour lui n'existait pas, comme la huitième pour un autre, la neuvième pour le grand Rastelli qui était un jongleur, etc. Oui, je suis très conscient de ça, ce qui ne m'empêche pas d'essayer toujours de tendre à un absolu qui est inaccessible et dont je suis évidemment loin, ce dont j'ai parfaitement conscience. Tout à l'heure, vous avez parlé d'artistes médiumniques. J'aimerais que vous nous parliez de Fleury Joseph Crépin parce que cette histoire, elle est géniale. Alors, on ne déflore rien, évidemment, du roman, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'anecdotes, donc si on en dévoile une, vous allez en avoir des tas et des tas à découvrir encore. Mais celle-là, c'est vrai que elle est frappante. J'ai aussi cherché, c'est encore vrai. Et à chaque fois, on est surpris. À chaque fois, on découvre des choses. C'est extrêmement érudit, c'est extrêmement pensé et écrit de manière à ce qu'on tombe à chaque fois dans le piège. Racontez-nous cette histoire de Fleury Joseph Crépin, cet artiste à la fois génial ou à la fois escroc, on ne sait pas. Peut-être que vous avez quelque chose à nous en dire. Est-ce que vous avez une source particulière qui pourrait nous dire dans quelle case le mettre?
Alors non, parce qu'en fait, les sources sur Fleury-Joseph Crépin, elles sont assez limitées et c'est beaucoup des correspondances que Fleury-Joseph Crépin, donc ce peintre, a échangé avec André Breton. Déjà, je pense que le succès de Fleury-Joseph Crépin, il doit beaucoup à André Breton, qui, au moment du surréaliste, avait entendu parler ce plombier zingueur. C'est un plombier zingueur qui aurait eu comme ça une sorte d'illumination. Il aurait l'histoire de Floris Joseph Crépin, donc c'est vraiment un plombier qui entend en pleine Deuxième Guerre mondiale enfin, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, il a une hallucination et il entend une voix qui lui dit qu'il doit peindre 300 tableaux fantastiques pour que la Deuxième Guerre mondiale s'arrête. Donc il écrit, alors qu'il connaît rien à la peinture, il n'a jamais pris de cours de dessin, il n'a jamais peint de sa vie. Et il se met à peindre de manière frénétique la nuit. Alors il met par gouttelettes, il fait vraiment des petits bouts de pinceau, etc. Et là, il peint des paysages féeriques, un peu orientalisants. C'est vrai que assez impressionnant, à la fois enfantin et puis très chiadé. Et donc, il fait cette série de 300 tableaux fantastiques. Et le dernier tableau, le 300e tableau, il le fait il le peint le 7 mai 1945, veille de l'armistice. Alors, l'histoire part un peu, sa légende part un peu comme ça. Est-ce qu'il l'a peint le 7 mai 45 parce que c'est un miracle ou parce que, a priori, il y avait quelques éléments qui laissaient penser que la fin de la guerre était pour bientôt? Euh, c'est toute la beauté de l'histoire là-dessus. Et donc, par la suite, une fois qu'il a terminé cette série de toiles, la voix lui a dit qu'il faudrait peindre 50 tableaux fantastiques, une nouvelle série, et lorsqu'il aurait terminé, eh bien, alors là, ça serait encore mieux, ce serait la paix dans le monde. Et il est mort à sa 48e toile. Donc malheureusement, nous étions à deux toiles de La paix dans le monde. Et mon personnage de Janice est persuadé qu'elle perpétue l'œuvre de Floris Crépin. Et donc son œuvre infrisme est la 49e et l'œuvre absolue sera la 50e, celle qui sauvera le monde. Voilà pour l'histoire de Joseph Crépin. C'est ma préférée. Elle est incroyable. C'est une histoire incroyable. Je voyais tout le monde sourire et jubiler à la fois parce que le livre, il est clairement jubilatoire à chaque livre. On a clairement envie d'aller encore plus loin et vous nous surprenez de page en page dans des mondes totalement différents. Et j'aimerais qu'on parle finalement de la temporalité. Vous avez alterné différentes temporalités. Je trouve que c'est aussi un pari extrêmement risqué parce que là aussi, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup, c'est foisonnant constamment et vous choisissez encore de surcroît d'aller encore plus loin avec différentes temporalités, même si on ne s'y perd clairement jamais. Ça, c'est évident. Mais j'aimerais que vous nous parliez de ça, de ce rapport au temps finalement, ce rapport au temps, à l'immortalité. Mais vous avez fait beaucoup de choix, beaucoup de paris, beaucoup de risques finalement dans ce roman. J'aurais bien voulu que Stéphane aussi nous parle de ce risque-là. Euh, Surtout aujourd'hui, où on a l'impression que la littérature s'appauvrit un petit peu en termes de complexité littéraire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, justement, de cette volonté, peut-être que la littérature est un risque quand on écrit et qu'on ne se satisfait pas des prérequis qu'on a aujourd'hui dans le monde actuel? Oui, alors enfin, ma fascination pour la temporalité, elle provient de mes visionnages de documentaires scientifiques. Moi qui ne suis absolument pas scientifique, j'ai toujours été un peu fasciné, toujours par le trou noir. Et donc j'ai vu regarder beaucoup de documentaires sur les trous noirs et ce que l'on sait, hein, qui est pas une possibilité, mais qui est une réalité, que le trou noir emporte non seulement la lumière, mais également le temps. Et c'est quelque chose qui est tellement loin de la rationalité humaine que j'ai essayé de comprendre, parce qu'évidemment, je n'ai pas compris, etc. Mais il y a des théories scientifiques sérieuses qui disent que le temps n'existe pas forcément, et même si ça paraît vertigineux, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et comme l'idée de départ était quand même de faire
de ce quartier marginal de la Goutte d'Or un trou noir, je voulais un peu coller à cette idée. J'ai par ailleurs, alors là, c'est pas du tout une inspiration littéraire, mais une inspiration cinématographique. Le réalisateur Christopher Nolan, que j'adore comme beaucoup de gens, hein, il est aussi absolument il a toujours été fasciné aussi par cette temporalité un peu chamboulée, etc. C'était une des idées qui transparaît dans pas mal de ses films, notamment Interstellar. Et j'avais aussi ce côté, j'avais été très marqué par cette temporalité-là. Et je me suis dit, mais on peut peut-être faire en littérature quelque chose qui soit aussi impressionnant que au cinéma. Et donc, j'avais cette idée de faire en sorte que la littérature soit pas forcément linéaire et puisse fonctionner à la manière d'un tourbillon, d'un trou noir. Donc, j'avais vraiment cette volonté, tout en sachant, parce qu'on parlait de risque tout à l'heure, tout en sachant que c'est pas simple à écrire, c'est pas, et même quand on l'a écrit, on n'est pas forcément compris comme on le voudrait. Donc oui, mais ça j'en suis très conscient, un risque aussi de perdre le lecteur avec une temporalité qui est loin d'être linéaire. En effet, Christopher Nolan, ça apparaît clairement, maintenant que vous le dites, ça paraît évident. Alors, l'autre intrigue du livre, c'est aussi la disparition de cette mère, Jeanne, la mère de Janice, parce qu'elle a publié un livre sur Carol Schaeffer, cette démente infanticide emprisonnée en Oregon. Et évidemment, on s'interroge s'il y a un lien entre les deux événements. Est-ce que vous pouvez nous parler de Carol Schaeffer, qui a évidemment aussi un rôle important dans ce roman? Oui, Carole Schaffer, c'est vrai elle est pas née tout de suite dans le processus d'écriture. Euh, J'avais aussi envie puisque à travers mes sorcières, il est beaucoup question du féminisme, de l'écoféminisme, et j'ai été beaucoup intrigué par l'espèce d'aller-retour entre les intellectuels français dans les années 70 et la manière dont je pense à Foucault, à Sartre, à Deleuze, à Derrida, dans la manière dont la pensée de ces philosophes français a influencé ensuite le mode de pensée, notamment sur les universités américaines, a beaucoup nourri le mouvement néo-féministe, etc., qui nous est un peu revenu à la figure avec le mouvement MeToo, etc. Et donc il m'a semblé absolument indispensable, en tout cas c'est comme ça que je voyais les choses, de partir aux États-Unis. Donc j'avais envie d'avoir un personnage qui est vécu dans les années 70, ont vécu les 70s, les fameux 70s qui font rêver tout le monde, en tout cas ceux qui ne les ont pas vécus. Et, euh, et ce personnage me permettait de faire justement l'aller-retour entre la France des années 60-70 et les États-Unis. Et le personnage de Carl Schaffer, il m'intéressait aussi parce que Carol Schaffer est donc, elle a été c'est une criminelle anglaise, en tout cas elle a été condamnée à perpétuité pour une série d'infanticides qu'elle aurait perpétrés au début des années 80 aux États-Unis. Et lorsqu'elle était à la tête d'une secte, ça on l'apprend assez rapidement dans le roman, hein, donc je ne dévoile rien. Et à travers cette figure, c'était aussi la question de la violence féminine que je voulais un peu interroger. Euh, Moi, dans mon au civil, si j'ose dire, je suis avocat pénaliste, donc je suis très confronté à des problèmes de violence. Donc, je suis assez bien placé pour vous dire ce que vous savez déjà, mais à savoir que la violence est physique, en tout cas, est exclusivement à 99% masculine. Et, euh, et donc, ça m'intéressait d'avoir cette question de la violence féminine, comme si on était confronté au début du roman à cette figure qu'on en avait un peu enterrée d'une femme qui avait été comportée comme un criminel, un psychopathe généralement masculin. Et puis bon, en
en creusant, on se rend compte que tout ça n'est pas aussi simple que ça, mais ça me permettait voilà, de créer une intrigue avec cette question de la violence en filigrane. Très bien. Il y a une phrase, tout à l'heure, vous parliez de certains philosophes, il y a une phrase qui était est aussi extrêmement importante à souligner. Vous écrivez, l'humanité devait remplacer la croissance par la culture, en faire son nouveau paradigme, l'essence même de la civilisation. Est-ce que c'est pas utopique aujourd'hui? J'adorerais, hein, mais est-ce que c'est pas utopique? Si, bien sûr que c'est utopique, mais sinon, si on n'était pas un peu utopique, il faudrait pas écrire. Donc, mais je suis intimement persuadé, et évidemment, c'est une utopie, mais une utopie est faite essayer enfin, est faite pour nous guider, même si c'est un aboutissement inatteignable, ça permet de nous guider, et ça, c'est une réalité, et je pense que c'est le féminisme, et l'écoféminisme en particulier, peut nous permettre d'y accéder. Parce que j'y vois aussi une manière de privilégier le domaine du sensible, ce qui, je pense, nous fait un peu défaut en ce moment. Donc, je pense qu'on est un peu à bout de souffle, à court de sens dans notre société occidentale. Et parfois, je pense que dans les périodes, c'est paradoxal, mais dans les périodes de paix, parce que on a beau critiquer la société dans laquelle on vit, on est quand même dans une période qui est bénie à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et je pense que ce qui est difficile, c'est que dans ces périodes-là, bah, c'est difficile de trouver du sens. Donc, vous pouvez trouver, et je pense que le fait de gagner plus d'argent, c'est-à-dire que la croissance, ça consiste en ça, c'est-à-dire produire plus l'année prochaine que l'année précédente. Donc consommer plus. Et tout ça, un paradigme qui me semble effectivement un peu à bout de souffle. Euh, et peut-être qu'il y aurait dans une société pardon, utopique, on pourrait considérer qu'à un moment, les besoins matériels, avec une meilleure répartition, permettraient à chacun de vivre convenablement et de voir dans l'art et la littérature, généralement la culture et la nature, une sorte non, peut-être pas d'aboutissement, mais en tout cas de boussole pour nos civilisations. Ça, j'en suis intimement persuadé. Eh bien, alors, à mi-chemin de la rencontre, on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Pierre. Le premier extrait que vous avez choisi, voilà pour la photo. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. C'est à vous, Pierre, pour le premier extrait. Euh, alors, je vais vous lire un extrait. Donc, au début du livre, comme je l'ai indiqué, le personnage de Janice est absolument fasciné, obnubilé depuis son enfance par les visions qu'elle a des hallucinations de ce qu'elle appelle donc la vieille sorcière, dont elle est persuadée que ces hallucinations vont un jour la mener vers l'œuvre absolue derrière laquelle elle court. Et donc là, elle va raconter sa première hallucination. Page 29 donc, du roman. Cette histoire avait commencé vers sa 10e année, lorsqu'une forme obscure s'était détachée du rideau baigné par l'aurore et avait flotté vers son lit. Quand l'ombre s'était penchée sur sa poitrine, un susurrement de mots indistincts lui était parvenu aux oreilles, comme une oraison éjaculatoire psalmodiée à son chevet, et Janice avait craint de finir étouffée dans le suaire immaculé de l'enfance. Puis la présence s'était engouffrée dans son corps endormi, et elle avait senti un brasier de couleur fauve et de comètes s'enchevêtrer en de longues arabesques effrayantes de beauté. La chose avait ensuite virevolté sous le plafond de sa chambre, où s'était étiré un ciel rouge, scintillant d'étoiles mortes. Janice avait vu du sang et des langues de feu au-dessus d'un fort bleu noir. Brusquement, le lancinant murmure avait disparu et le paysage qui dansait au plafond avait plongé dans un silence absolu. On n'y entendait ni chant d'oiseaux, ni brise, ni clapotis. La nature s'était tue, puis le vaste silence s'était lézardé en un cran perçant et lugubre. Pourtant, quand elle avait ouvert les yeux, il n'y avait plus ni fantôme, ni torpeur, ni beauté, seulement le calme ordinaire d'un appartement qui s'éveille. La petite avait enfilé ses chaussons et couru dans la cuisine. Sa mère buvait son café. J'ai entendu un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Sa mère avait levé des yeux épouvantés et laissé tomber sa tasse qui s'était brisée sur le carrelage. Janice avait alors su que, d'une manière ou d'une autre,
sa vie serait désormais consacrée à savoir qui avait poussé ce cri lointain. Merci Pierre. Avant que je lise un autre passage un tout petit peu plus tôt dans le récit, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'absence de paternité. Beaucoup de personnages n'ont pas de père ou ont des pères inconnus. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Euh, Quelle était la volonté derrière de masquer finalement la paternité? L'idée, c'était de faire de ces personnages qui sont des sorcières au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire des femmes qui étaient suspectées de jeter des sorts et d'avoir un accès privilégié au diable, c'était d'en faire des descendantes des sorcières brûlées durant la Renaissance, durant la chasse aux sorciers. Ça venait d'un message des colleuses, vous savez, les messages qu'on voyait, des collages qu'on voyait un peu partout dans toutes les villes de France pour dénoncer les féminicides. Il y en avait de très beaux, un qui m'avait beaucoup marqué et qui disait nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Ça m'a beaucoup marqué et moi, ma volonté, c'était justement de faire de ces femmes les petites filles des sorcières que vous avez brûlées. Et donc, essayer de faire une sorte de généalogie impossible entre mes sorcières qui existent encore et celles qui étaient mortes. Et donc, je voulais faire de ces femmes des femmes dont la généalogie serait dépourvue de toute paternité, avec comme ça, un mystère sur leur naissance, mais effectivement, de mère en fille, elles n'ont pas de père, ou en tout cas des pères inconnus. Et je voulais en faire des sorcières qui vivaient à l'écart des hommes, qui avaient, en fait, comme s'ils avaient éradiqué les hommes de leur monde, comme les démonologues avaient voulu éradiquer certaines femmes du leur à l'époque. Et justement, parce qu'il est question aussi d'appropriation culturelle dans le roman, alors de manière pas totale, hein, mais comment vous vous êtes senti en tant qu'homme à aller sur ce terrain-là, finalement? Est-ce que certaines associations féministes ont lu le livre? Comment ça s'est passé finalement dans cette question d'appropriation culturelle qui est finalement totalement absente ou presque en France, beaucoup plus aux États-Unis bien entendu, mais est-ce que vous avez eu une crainte particulière en la matière? Au moment de l'écriture, non, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la pire des censures, c'est l'autocensure, et qui a malheureusement, je pense, beaucoup lieu en France et dans le monde de manière générale, par peur justement de heurter les gens. En fait, si vous avez peur de heurter les gens, ben, en fait, vous finissez par parler que de vous-même. Et moi, ma vie, je suis très heureux dans ma vie. C'est peut-être d'ailleurs ce qui rend ma vie peu romanesque et ça va très bien. Mais quand j'écris, j'ai plutôt envie d'écrire sur d'autres choses que moi. Et je trouve que c'est justement un pouvoir extraordinaire de la littérature et en particulier de l'écriture, c'est de pouvoir sortir de sa condition. Et si la littérature peut me mettre, entre guillemets, dans la peau d'une femme alors que je suis un homme, comme elle peut mettre dans la peau d'un criminel, d'un animal, d'un oiseau, etc. Enfin, heureusement que l'écriture permet ça. Donc la question de la légitimité, je ne me la pose pas du tout au moment de l'écriture. Une fois qu'on a terminé, et évidemment que voilà, la question se pose, mais en même temps, je trouverais dommage de renoncer à ça, surtout que la seule exigence, à mon sens, c'est d'une part de faire preuve de nuance et d'autre part de se documenter, quand on fait que des personnages féminins, etc. On n'apprend pas tout dans les livres, hein, évidemment, c'est aussi beaucoup de conversations, essayer de comprendre des choses, de comprendre autrui. Et ça, c'est vrai que dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle aussi, c'est un sujet sur lequel j'ai été très sensible. Et la dernière chose, c'est que je pense aussi que le féminisme, ma vision du féminisme va beaucoup plus loin que c'est pas que un sujet de femme. J'espère que le féminisme, et j'en suis persuadé, va bien au-delà et c'est aussi mettre en avant des valeurs qui sont généralement
estampillés qui sont considérées comme étant des valeurs de femmes soient plus mises en avant, sachant que ces valeurs-là, eh bien, elles existent également chez tous les hommes. Donc, je vois dans le féminisme, je vois dans le féminisme une manière de faire évoluer l'humanité dans le bon sens, y compris les hommes, heureusement. Très bien. Alors, l'époque du présent, finalement, la narration du présent dans le roman, c'est celle de Janice en 2026. Et après, vous nous direz peut-être, après avoir lu cet extrait-là, pourquoi vous n'avez pas choisi une époque un petit peu plus lointaine, finalement, et uniquement à N+2. Alors, ça dépend quand vous l'avez écrit, hein, c'est peut-être il y a 5 ans, peu importe, mais pourquoi vous avez choisi une période aussi proche de nous? Parce que je vais vous citer. Depuis la fin mai, les journées ne descendaient plus en dessous des 40 degrés. Malgré leur récurrence, l'humanité ne se faisait pas aux canicules. Année après année, on sentait la catastrophe arriver, mais hormis trier les ordures et recycler ses jeans, en espérant que ça contribuerait à sauvegarder le permafrost, la réalité était que personne ne savait quoi faire. À supposer même qu'on rogne sur sa consommation de barbac, son essence et son chauffage. Les effets de ces minuscules efforts individuels sur le réchauffement climatique étaient si risibles qu'on en venait sans cesse à accuser l'autre, cet être ignominieux qui laissait couler l'eau en se brossant les dents. Alors, chacun jouait sa petite partition, y allait de sa dénonciation en espérant assurer sa place du bon côté de l'histoire. Janice pensait qu'à force de ruminer, l'humanité succomberait sous le fardeau de ses propres angoisses, sans même se laisser le temps de mourir de chaud. Ça, c'est encore un passage que j'ai adoré. Mais ça me pose question sur, voilà, sur l'époque, finalement. 2026, on voit que on est clairement dans un monde délicat, avec cette canicule notamment. C'est aussi un roman engagé sur l'écologie et sur tout ce tout ce qu'on y met derrière. Mais ma question étant sur l'époque, qu'est-ce qui a décidé que vous vouliez une époque beaucoup plus proche que ce qu'on pourrait imaginer, 2030, 2050, voire 2074, mais ça, c'est la question de tout à l'heure. Évidemment, hein, je ne pense pas, je n'espère pas et je ne pense pas que les effets du réchauffement climatique seront aussi importants dans 2 ans. Déjà, d'une part, je pense que c'est pas mal aussi en rendant les choses je dirais, assez à taille humaine. Enfin, je pense que en dressant un mur juste en face de nous, eh ben, ça choque plus que si j'avais parlé de 2074. On se dit toujours, bon, 2074, ça va, de toute façon, je serais mort. Donc, on a plus de mal à l'imaginer. En 2026, on se dit, ça choque plus parce que c'est dans 2 ans. Donc, la situation nous concerne plus et sur ce sujet-là, on a toujours tendance à repousser les choses à plus tard. Donc, c'est une manière d'être confronté tout de suite à ce qui pourrait nous arriver. Encore une fois, pas dans 2 ans, mais dans quelques décennies, c'est malheureusement un peu sûr. L'autre chose, c'est aussi, il fallait que mes époques se répondent avec l'histoire de la mère et de la fille. Je voulais parler des années 60, des années 70. Il fallait qu'il y ait aussi une cohérence entre ce qui se passait aujourd'hui. Je voulais que le roman soit dans l'époque contemporaine. Donc, si je parle de 2074, ce sera, ou de même de 2050, je ne sais pas très bien ce qui se passera. Je voulais aussi l'intégrer dans l'époque contemporaine et que ce soit cohérent entre ce qui a pu se passer dans les années 70 et les années actuelles, etc. Donc il y avait là pour le coup une certaine rationalité dans cette narration qui envisage un futur très proche, effectivement, et non pas très lointain. Très bien. C'est le côté rationnel du livre. C'est le, Voilà. Non, c'est il en faut un peu parfois. le point rationnel. Sandra, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Bonsoir. Euh, vous excuserez, j'espère, ma question à la fois un peu directe et sans doute un peu naïve, mais moi j'ai a priori un peu de mal avec les sorcières, donc je voulais savoir s'il fallait vraiment aimer les sorcières pour lire votre roman, pour me donner envie définitivement de le lire.
Alors, est-ce que vous avez, ça dépend, est-ce que vous avez un peu de mal avec les sorcières hein, parce que c'est le côté fantastique qui vous effraie qui vous effraie ou qui vous rebute, ou bien c'est parce qu'il y a eu énormément de romans sur la figure de la sorcière et qu'il y a un trop-plein là-dessus? Non, c'est que tout simplement, j'ai jamais été forcément très attirée par ce genre de récit. C'est pas la quantité, c'est plutôt voilà, le motif, en fait, tout simplement. Ouais, en réalité, Mais je suis pas fermée, hein, du tout. tant mieux, mais je vois d'ailleurs, si vous êtes sur ce forum, c'est que vous ne l'êtes pas. C'est quand même c'est vrai qu'il y a dans la figure de la sorcière, il y a un côté un peu fantasmagorique et il y a dans mon roman une teinte, je ne sais pas s'il est fantastique, mais en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup dans mes lectures, le réalisme magique. Donc il y a un réalisme magique qui est présent. Après, comme le rappelait Anthony tout à l'heure en début d'émission, tout ce que je dis, enfin toutes les histoires que ce soit du quartier de personnage qui se passe aux États-Unis sur les peintres, etc. Tout ce que je dis est vrai. Parfois, à mon sens, c'est pour ça que c'est du réalisme magique. Parfois, je vais un peu plus loin, mais je fais en sorte que on est toujours à se poser la question en disant mais là c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pour ça que la bibliographie me permettait aussi de dire ah, en fait ça existe et je vais aller vérifier cette source, etc. Donc la figure de la sorcière, elle est présente parce que ce sont des femmes qui ont d'une certaine manière des pouvoirs un peu surnaturels. On est toujours à la frontière, on ne sait jamais en réalité si c'est la réalité ou si c'est le surnaturel. Après, c'est un roman qui, je pense, est très ancré dans la réalité, que ce soit la réalité historique, la réalité des courants de pensée. Donc, il y a vraiment ce souci détail, pardon, ce souci du détail sur les différentes périodes que j'aborde et sur le quartier, sur les différentes époques que traversent mes personnages. Donc, je pense que même si la figure de la sorcière ne vous attire pas plus que ça, c'est un roman qui peut vous emballer quand même. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Le roman va au-delà de la figure tutélaire de la sorcière, c'est bien au-delà. Il est tellement dense que ça va véritablement, ce n'est qu'un point de départ et qu'un un point qui va se continuer, bien entendu. C'est un fil rouge, hein, bien sûr, mais ça va au-delà. C'est vrai. Pierre a raison dans le sens où, évidemment, on est dans une réalité forte, et notamment sur la guerre d'Algérie, on n'en a pas encore parlé, sur la guerre d'Algérie et ses conséquences, notamment dans le quartier de la Goutte d'Or avec notamment Youssef, ce mineur isolé. J'aimerais que vous nous parliez de ça finalement parce que alors là, les lecteurs qui vous ont pas encore lu vont se dire, OK, la guerre d'Algérie en plus en superposition, et oui, mais ça paraissait presque évident. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu aussi insérer cette période de l'histoire. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vraiment parti des éléments, des périodes marquantes du quartier de la Goutte d'Or, qui est un quartier d'immigration et qui a donc vécu la guerre d'Algérie dans sa chair. Et je pense que c'est difficile de comprendre, pas seulement ce quartier, hein, qui est un microcosme, mais une certaine histoire de l'immigration, tant qu'on ne sait pas comment ça a été vécu de l'intérieur de Paris, hein, puisque c'est quand même un quartier de Paris. Ce qui est à mon sens troublant, c'est que durant ces années-là, on parlait évidemment, je ne les ai pas vécues, hein, donc je ne vais pas apprendre les choses à peut-être parmi vous des gens qui l'ont vécu en tout cas plus que moi, mais la guerre d'Algérie était très présente dans les médias, etc. Mais c'est quelque chose dont on pouvait parler sans être totalement dedans lorsqu'on habitait en France, à Paris, il y avait des attentats, mais la population, en plus, était assez rapidement était plutôt pour l'Algérie indépendante. À la Goutte d'Or, ça a été vraiment très marqué parce que dès la fin des années 50, en fait, il y avait des affrontements entre les différents groupes indépendantistes. Le FLN, c'est pas
ne s'est pas imposé comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il y avait des luttes de pouvoir qui a concerné les Algériens directement. Donc il y a eu d'abord cette lutte interne entre le FLN et le MNA, qui était l'autre groupuscule qui a été vaincu, si j'ose dire, par le FLN. Et tous les commerçants, notamment, et tous les habitants de la Goutte d'Or, et tous les Algériens étaient concernés parce que il fallait payer l'impôt révolutionnaire. Et ceux qui y rechignaient avaient évidemment des difficultés. Et donc, c'est vrai que dans le roman, j'aborde tous les morts qu'il y a eu avec un peu un effet de liste. Chaque rue de la Goutte d'Or comporte des meurtres, des assassinats, des tortures. Il y a eu Noyades, véritablement des pardon, noyades. des noyades. Il y a eu, alors à Goutte d'Or, la noyade c'était un peu plus compliqué, mais il y a eu une bonne partie de la guerre d'Algérie s'est passé de la bataille de Paris, s'est passé là-bas. Dans ce quartier, il y a eu un élément très fort aussi, c'est que les, les militaires chargés policiers chargés de traquer les éléments du FLN étaient des harkis, donc ce qu'on a appelé après des harkis, c'est-à-dire des Algériens que Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris, avait été recruté en Algérie. Et pas des gens les plus tendres, les a fait venir à Paris en leur promettant une situation, de l'argent, etc. Et ils se sont retrouvés au cœur de la Goutte d'Or. Et donc, il y a eu une guerre vraiment fratricide entre les Algériens qui étaient du côté de l'État français et les indépendantistes de l'autre, tout ça dans un quartier qui fait quelques rues. Donc, ça a évidemment été très sanglant. Et ça a duré des années. C'est vrai qu'à Paris, on a comme ça eu il y a notamment le 17 octobre 61 qui a marqué les Français, les Parisiens, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte de ce que c'était que la guerre d'Algérie et que le soutien populaire a été encore plus important en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, effectivement, le 17 octobre 61, qui s'est pas passé, enfin, les massacres ne se sont pas passés à la Goutte d'Or, puisque il y en a eu notamment sur le pont de Neuilly, mais également autour du pont Saint-Michel, etc., où il y a effectivement des gens des corps qui ont disparu. Là aussi, on n'a jamais su quel était le bilan humain de ce massacre, mais c'était une réalité qui a été très longtemps occultée et dont on a parlé, notamment Jean-Paul Einaudi, des années après, parce qu'on avait complètement enterré ce sujet-là. Donc c'était là aussi, c'est encore cette histoire de la marginalité qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu, oui, il y a eu vraiment une guerre d'Algérie, non pas dans tout Paris, mais à la Goutte d'Or. C'était pas le seul quartier, tous les quartiers algériens c'était un peu le cas, à Nanterre aussi c'était le cas. Et puis il y a toujours cette part un peu mystérieuse, ces disparus sur lesquels on n'a pas trop on n'a jamais très bien su ce qui leur était arrivé, même si on s'en doute un peu. Et donc, je voulais avoir un personnage qui représente ce mystère du 17 octobre 61. Très bien. Je me suis posé la question quand vous avez écrit ce roman, est-ce que vous vous êtes transposé dans une époque et si vous pouviez vous aller tout simplement dans une des époques que vous évoquez dans le roman, laquelle choisiriez-vous? Est-ce que vous avez un attrait particulier pour l'une des périodes que vous évoquez dans le roman? Euh, Est-ce qu'il y a une sorte de... c'est une question intéressante parce que ça nous permet, quand on se demande si on aimerait bien revenir dans une époque, c'est difficile en réalité d'imaginer une époque qui soit plus confortable que la nôtre. Et c'est vrai que comme on est toujours très critique de l'époque contemporaine, c'est bien de se dire ça parce que dans les époques que j'aborde dans le livre, etc., toutes ne sont pas des périodes de paix comme on en connaît actuellement. Même si ça peut être une paix relative, c'est rien comparé à l'histoire de France, l'histoire du monde encore plus. Donc, la commune, oui, ça m'intéresserait beaucoup et en même temps, ça a été d'une cruauté, c'est extrêmement sanglant, donc je suis pas certain, même si c'est probablement d'une certaine manière la plus intéressante parce que c'est vraiment c'est peut-être l'aboutissement de la Révolution française
le début d'une nouvelle ère. La Deuxième Guerre mondiale, j'y tiens pas particulièrement, même si j'y passe peu de temps, hein, quelques pages, mais euh, et peut-être le début des années 60. Je pense que c'est une période encore une fois, je ne les ai pas vécues, donc il faut être tout à fait relatif, nuancé dans ce qui n'est qu'une impression que j'ai de cette époque. Mais je pense que c'est effectivement, au début des années 60, on avait peut-être encore le souvenir de la guerre qui, j'imagine, était extrêmement vivace. Donc, on se rendait compte de la chance qu'on avait, ne serait-ce que de vivre dans une paix relative, même si, encore une fois, il y avait la guerre d'Algérie. Et on était un peu au début d'une nouvelle ère. Et dans mon imaginaire, c'était une période un peu bénie, même si, encore une fois, je me doute bien que, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, tout n'était pas si simple dans les années 60, que, en réalité, le niveau de vie est supérieur aujourd'hui que dans les années 60. Mais c'est peut-être à ce moment-là que je me serais peut-être déplacé le plus volontiers. Très bien. Et j'aimerais savoir votre lien, votre rapport avec tous les personnages que vous avez dans le roman. Est-ce qu'il y en a un pour lequel vous vous sentez extrêmement proche? Et j'aimerais savoir si ce personnage était réel, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous dialoguerez avec lui? Est-ce que vous essayeriez de converser, d'essayer de le convaincre peut-être de quelque chose? Est-ce que vous vous êtes aussi, en tant qu'écrivain, est-ce que vous dialoguez avec vos personnages? Non, en réalité, j'en suis pas à ce niveau-là. Peut-être que le jour où ça m'arrivera, il faudrait que je me pose des questions. Non, non, c'est vraiment je peux dire, enfin, c'est des personnages évidemment que j'aime, que j'essaye d'étoffer, etc., à qui j'essaye de donner, entre guillemets, leur propre trajectoire. C'est-à-dire que ça paraît toujours un peu bizarre quand on dit ça, mais si au bout d'un moment, si j'estime que c'est pas cohérent avec leur démarche, alors que c'est l'idée que j'avais en tête, j'essaie de m'adapter à ce qu'ils sont devenus plutôt que de suivre absolument ce que j'avais décidé de leur faire faire au début. Donc en ça, oui, les personnages existent réellement dans ma tête. Après, j'ai évidemment des figures en tête. Je pense que je m'entendrais mieux avec Janice qu'avec Jeanne, mais parce que Jeanne a eu un parcours aussi un peu plus compliqué, peut-être plus riche que sa fille. Mais non, je n'aurais rien à leur dire. Je serais plutôt curieux de savoir ce qu'elles ont à me dire. Parce que c'est deux personnages qui ont vécu plus de choses que moi, que j'ai tenu à faire, en tout cas plus intelligentes que moi. En tout cas, c'est comme ça que je les imagine. Très bien, très bien. Alors, il y a beaucoup de punchlines dans le roman. Est-ce qu'il y en a une qui vous, comment dire, que vous êtes fier finalement d'avoir mis dans le livre? Est-ce qu'il y a un moment dans le livre où vous êtes particulièrement fier d'avoir pu écrire ce bon mot, cette bonne phrase? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'engagement aussi. On a parlé d'engagement tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une thématique particulière dont vous êtes fier finalement? Je pense que vous êtes fier du livre en général, certes, mais là, peut-être pointer quelque chose, pointer une phrase ou un moment qui vous séduit davantage. Déjà, si un jour je vous dis que je suis parfaitement fier de ce que j'ai fait, etc., c'est qu'il y aura un problème. Donc, quand je suis fier d'être arrivé à bout de un peu cette intuition, d'avoir fait quelque chose qui ressemblait à ce que j'avais comme idée de départ. Après, non, je trouve toujours que c'est perfectible. Quand je relis, je me dis, j'aurais pu faire d'autres choses, etc. Donc, c'est vraiment très rare qu'à la fin d'un chapitre, je m'auto-congratule. Pas trop dans ma nature. Et Ok, j'espère que ça ne le deviendra pas. très bien. Et je me suis interrogé aussi sur la playlist qu'on pourrait écouter finalement en lisant votre roman, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'influences, on imagine beaucoup de choses, et finalement, est-ce que vous écrivez déjà en musique? Est-ce que la musique est un élément fondateur aussi de votre univers culturel? Mais est-ce que vous auriez quelques titres qui pourraient accompagner le roman?
Ça pourrait être assez folklorique, clairement, burlesque, mais je serais curieux de savoir si vous avez des pistes. Il y a évidemment des titres qui ont une partie, qui prennent une partie importante, une place importante dans le roman. Déjà, Immortel d'Alain Bachung, qui a quand même donné son titre au roman, même si je l'ai féminisé dans le titre. Et, il y a celle-ci, et puis un autre titre de Janis Joplin, Buried Alive in the Blues, Enterré vivante dans le blues, sont aux commandes d'être des titres posthumes des chansons des artistes. Donc, ça me permettait aussi, je me suis focalisé aussi sur ces titres-là, alors que Buried Alive in the Blues, bon, déjà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est pas mon titre préféré de Janis Joplin. Mais c'est celui qui correspondait le mieux à ce que je voulais écrire, puisqu'on est en train de parler entre différentes époques, etc. L'histoire du titre Immortel, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quand même, pour le coup, Alain Bachung a chanté ce titre qui avait été composé par Dominique A. Il l'a chanté dans un album. Il n'a pas voulu finalement le mettre, peut-être de manière. Il savait que c'était prémonitoire, il n'a pas voulu le mettre dans son dernier album. Et puis il est mort. Dominique A chanté ce titre qu'il avait composé. Et finalement, c'est dans l'album posthume de Bachung il va placer, que Dominique A va placer ce titre qu'il avait chanté. Donc, c'est vraiment un titre qu'il a chanté de manière posthume, qui correspondait évidemment extrêmement bien au titre. Euh, Après, sur les musiques, je ne travaille pas en musique. J'aimerais bien savoir le faire, mais j'en suis totalement incapable, puisque j'essaie j'ai pas besoin d'une concentration totale. J'écris toujours souvent avec mes enfants qui sont autour, etc. Donc, j'ai pas besoin d'être clos dans un endroit, mais c'est vrai que quand il y a de la musique, je pense à la musique et en fait, c'est très facile de penser que ce que l'on écrit est bon avec de la musique parce que ça correspond et c'est traître. Donc, j'évite de faire ça et j'en suis confronté au silence de la page qui est d'autant plus dur, mais qui est quand même plus fidèle pour savoir si ce que l'on écrit correspond à peu près à ce qu'on voulait écrire et non pas à ce que l'on a écouté. Donc oui, il y a toute je pense effectivement que c'est un roman qui pourrait s'accompagner de toutes les musiques qui sont évoquées. C'est pour en revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure, je pense que l'art enfin, l'art en général, donc que ce soit la peinture ou la musique, est très présente parce que je voulais aussi donner à mes personnages un langage qui emprunte pas que à la parole, mais qui soit fait justement comme je disais, du domaine du sensible, et donc qui emprunte beaucoup à la littérature, à la musique, à la peinture aussi beaucoup. Voilà, je ne sais plus si ça répond à votre question, mais Très bien. Oui, oui, en effet, en effet. Et j'adore ce moment où vous dites qu'en effet, la musique peut vous influencer finalement pour vous détourner de la littérature. C'est vrai que en effet, c'est peut-être une question de rythme aussi, parce que le roman est extrêmement rythmé. Et j'étais persuadé que vous aviez écrit en musique pour justement aussi avoir ce rythme-là, ce rythme effréné. Il n'y a aucun temps mort dans votre roman. Il n'y a pas de silence finalement. Le silence est très peu présent. Et est-ce qu'il y a quelque chose derrière de votre nature, peut-être quelque chose d'hyperactif je ne sais pas, de frénésie, peut-être de frénésie littéraire, mais on sent que ça va très vite. Tout va très vite, dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais finalement, on ne s'ennuie jamais. je pense que ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur cette espèce de volonté d'œuvre absolue qui doit rester une sorte de guide tout en sachant qu'on ne peut jamais l'atteindre. Donc il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu bouillonnant dans le roman. J'aurais bien voulu effectivement l'écrire en musique. J'adore ce côté un peu punk de la littérature et je suis ravi que ce soit l'effet que ça vous ait donné en le lisant. Mais en l'écrivant, non, c'est beaucoup plus sérieux hélas, j'aimerais vous dire autre chose, mais c'est beaucoup plus sérieux dans l'écriture que dans la lecture que vous en avez faite. Mais je vous en remercie.
Très bien, très bien. Alors tout à l'heure, on parlait de 2074, c'est le moment de prédire l'avenir. On y est. Ce soir, Pierre d'Arcagnan est une sorcière. Et donc, que voyez-vous en 2074 dans une époque en effet lointaine, mais est-ce que vous avez réussi à vous transposer à cette époque-là? Je pense que comme beaucoup de gens à qui vous devez poser la question, on est toujours tiraillé entre une sorte de pessimisme de nature et d'optimisme, un peu de volonté. Donc, j'essaye déjà de me dire quel serait le regard de la population de 2074 sur notre époque, 2024, en tout cas le début des années 2000. Et je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, que quand je voyais les années 60 comme une sorte de période bénie, je pense qu'en 2074, on verra notre époque comme beaucoup plus heureuse qu'elle ne l'est, parce que objectivement, nous avons matériellement, en tout cas, toutes les raisons d'être épanouis. Je parle du monde occidental, hein. Évidemment, c'est pas la même chose partout, mais même dans le monde, de manière générale, en proportion, c'est horrible de parler de statistiques, mais c'est une réalité, le monde a toutes les raisons d'être beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est une réalité. Je me souviens que c'était un historien celui qui a écrit Utopie irréaliste, le nom va me revenir, je ne sais pas si vous l'avez, qui est un néerlandais, je crois, qui avait donc dans un livre Utopie irréaliste, il commençait par dire aussi, pour rappeler tous les bienfaits du capitalisme et de la société moderne. Et il commençait comme ça par une statistique qui disait que, il y a 200 ans, il y avait 82% de la population mondiale qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. En 81, ou 80, 81, c'était 44%, puis aujourd'hui, c'était plus que 10%. Donc parfois, il faut se rappeler de là d'où on vient et se dire que simplement l'époque dans laquelle on vit est bien meilleure que n'importe quelle autre période de l'histoire de l'humanité. Et que les Trente Glorieuses, dont je vous parlais tout à l'heure, que je regarde moi aussi avec des grands yeux, n'est peut-être qu'une petite parenthèse à l'échelle de l'humanité et peut-être que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Mais je vais finir par répondre à votre question, Anthony. Vous n'en faites pas. Là, j'étais dans le sorte d'introspection sur notre propre époque. L'auteur, c'est Sur, Bregman que vous comme, cherchez, c'est ça? pardon? Bregman, l'auteur que vous Oui, c'est cherchez. ça, voilà, tout à fait, Bregman. Donc en 2074, je pense il y a deux. C'est pas très original. Je pense que tout le monde va vous parler d'abord du réchauffement climatique, des conséquences du réchauffement climatique, qu'on ne va pas pouvoir fuir encore très, très longtemps. Donc c'est une évidence, il n'y a pas d'autre. Parce que même si on arrêtait d'émettre du CO2 aujourd'hui, les conséquences vont toujours sentir plusieurs décennies plus tard. Donc, la vie en 2074 dépendra de ces conséquences-là. Est-ce il y aura eu des déplacements de population tels que les pays auront été chamboulés, etc. C'est une possibilité. L'autre enjeu, c'est l'intelligence artificielle dont on découvre un peu les balbutiements aujourd'hui. Dans quelle mesure ça aurait changé nos vies? On en parle toujours de manière un peu négative. Euh, Peut-être aussi que ça peut apporter du bon, j'imagine. Donc, vous savez, au fond de moi, je me dis, il faut pas toujours être trop pessimiste, parce que je pense qu'il y a dans le pessimisme une part de facilité. Ça donne aussi l'impression de dire des choses plus intelligentes que si on est optimiste. Si on est optimiste, on peut passer pour quelqu'un d'un idéaliste béat. Et je vous ferai juste cette remarque qui, encore une fois, ne va pas vous tellement dans votre sens, mais je vais encore aller en arrière. J'essaie de penser, par exemple, à 70 ans en arrière. Je pensais à il y a 80 ans. Si mes calculs sont justes, oui, 80 ans. Il faut se dire que on était en fin 44. Je ne suis pas sûr que l'humanité avait beaucoup d'espoir sur ce qu'allait donner le monde dans 80 ans. En 45, au moment d'Hiroshima, on disait qu'il ne repousserait rien à Hiroshima avant 70 ans, et j'y suis retourné 70 ans après, et en fait, il n'y avait aucun vestige de la bombe nucléaire. Donc, il faut peut-être aussi parfois garder en tête que il n'y a pas que
le pire à envisager, mais qu'il peut aussi, on peut, à force de penser que tout va mal, on va finir par le croire. Donc je crois beaucoup en la prophétie autoréalisatrice. Il faudrait essayer de voir les choses de manière positive. Peut-être que les choses vont évoluer positivement si on a cet état d'esprit-là. Très bien, très bien. Et la deuxième question sur l'auteur méconnu que vous aimeriez remettre en avant, un auteur méconnu ou un livre méconnu, puisque ces rencontres sont aussi basées sur des maisons d'édition indépendantes 99% du temps. C'est important de parler de ceux qu'on oublie parfois ou ceux qu'on voit moins. Alors c'est vrai que là je vais vous parler d'un auteur mort, donc il y a peu de chances que que vous l'interviewez. C'est possible. Mais après, pour le coup, c'est la maison Philips qu'il avait remis au goût du jour, je crois. Je voulais vous parler de Jérôme de Jean-Pierre Martinet. Je ne sais pas dans quelle mesure vous le connaissez ou pas, hein. Je ne suis pas non plus le seul à l'avoir lu. Mais Jérôme de Jean-Pierre Martinet, c'est un livre qui est absolument bouleversant, qu'il a écrit en 78, je crois. Donc Jean-Pierre Martinet, il est mort avant 50 ans, 47 ou 48 ans, au début des années 80. Il résumait sa vie de manière assez nette. Il disait parti de rien, il est arrivé nulle part. Et il avait la même devise que Bartleby, je préférais ne pas. Donc déjà, c'est quelqu'un qui ne pouvait que me plaire. Et le livre Jérôme, un bouquin qui fait 500 pages, qui est comme tous les grands livres absolument impossibles à résumer, mais qui met en scène un personne qui s'appelle Jérôme Bosch, et non pas Jérôme Bosch. Mais évidemment, il y a une sorte de parallèle qui est fait entre les deux. Et Jérôme Bosch est une sorte de Ignatius Rei de la conjuration des imbéciles, mais en bien pire. C'est-à-dire que c'est un type obèse qui cumule tous les tares. Et ces tares, lui, c'est pas des petits défauts, c'est il est violeur, il est assassin, il est ordurier, il a une sorte de lubie. Il est obsédé par les petites filles avec qui il est persuadé de nouer des histoires d'amour. Donc, tout est fait pour qu'on déteste ce personnage et pourtant on ne peut pas s'empêcher d'y attacher parce qu'il est fondamentalement humain, donc ce qu'il a de plus noir, de plus pathétique. Et c'est d'abord, paradoxalement, contrairement à ce que je vous raconte, c'est un roman qui commence par être, qui est très drôle, avec un langage absolument, une langue outrancière. Et le roman débute lorsque lui rentre chez lui, il y a, je ne sais plus si c'est un curé, un abbé qui l'attend, qui est la seule personne qui lui veut du bien sur Terre, qui essaie de le mettre au travail. Et lui finit par l'assassiner pour qu'il arrête de parler. Et la seule question qui va se poser, c'est que comme sa mère va rentrer, euh, et il ne veut pas qu'elle se rende compte que leur invité est mort. Et donc, il va essayer de lui clouer les pieds pour que sa mère ne voit pas que, il est mort, mais qu'il était simplement en train de dîner. Et sa mère arrive, et elle est ivre morte comme toujours. Et il y a, je ne sais pas, des centaines de pages durant lesquelles sa mère lui dit à quel point sa naissance est due à une erreur de parcours. Tout ça c'est très cruel, mais c'est vraiment à mourir de rire. Et puis on suit ce Jérôme dans cette sorte de pérégrination pardon, dans Paris, un Paris qui ressemble de plus en plus à Saint-Pétersbourg. Tout ça se fait naturellement, et c'est une sorte de descente aux enfers qui prennent la forme d'espèces d'urinoir absolument glauque. Et donc c'est vraiment une sorte de mise en abîme. Je ne sais pas si la manière dont j'en parle vous donne tellement envie de lire ce livre. Mais le langage est absolument foisonnant et c'est une sorte de plongée dans la noirceur humaine. Et malgré tout ce que je vous raconte, je suis sûr qu'on s'attache ce personnage et on s'attache à ce personnage et en même temps on commence le livre avec du rire un peu cynique et on le termine avec une sorte de sentiment de désespérance sur la nature humaine, sur le monde, je ne sais pas, mais c'est un livre qui est extrêmement touchant. C'est une très belle découverte. Il a été réédité il y a quelques années par les éditions Finitude. Tout à Euh, fait. donc pour le coup, Et c'est un magnifique ouvrage, donc couverture orange. Donc, si vous ne le lisez pas tout de suite, il sera en plus très beau de votre bibliothèque. très bien, très bien. Et bien, on va finir cette rencontre avec un deuxième extrait, Pierre, que vous allez nous déclamer. C'est à vous. Déclamer, c'est peut-être beaucoup dire, mais Vous êtes trop modeste, Pierre.
Sans doute. Alors, c'est un passage qui se passe en 1963, donc dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Et Jeanne, donc la mère de Janice, est un enfant et joue avec son amie Alice. Elle joue à une sorte de chat dans tout le quartier et elles aperçoivent leur fameux ami Youssef, qui pourtant est mort un an et demi auparavant, le 17 octobre 1961. Elles le suivent à l'intérieur de l'école, elles le voient de loin, elles le suivent dans une école, et en rentrant dans l'école, elles découvrent que la cour de l'école est devenue un cimetière. Au fond du cimetière, Youssef les dévisageait avec mélancolie. Jeanne eut un pressentiment atroce, la conviction qu'il fallait se tenir loin de ce qui se tramait ici, dans ce cimetière érupté du passé. Ne t'approche pas, Jeanne. Gamine, elle avait conspué Ève, cette crétine à qui le destin avait fait payer sa curiosité morbide. Mais voilà qu'elle était à son tour incapable de résister aux fruits défendus. Ne t'approche pas, Jeanne. En la mettant en garde, sa conscience attisait sa fascination. Était-ce donc vrai ce que l'humanité disait des femmes et de leur indiscrétion? Jeanne savait ce qu'elle allait faire. Elle s'enfoncerait dans le cimetière et rejoindrait Youssef. Elle suivrait sa trace. Bien sûr, un jour ou l'autre, dans une seconde peut-être, elle regretterait son choix. Mais ce dont elle espérait se souvenir, même si elle en doutait, c'était qu'il n'y avait pas eu de choix. Pas plus que pour Ève. Ne pas s'enfoncer dans ce paysage d'hiver, ne pas s'aventurer dans la maison des morts, ne pas enjamber leur squelette, ne pas sillonner leur tombeau, c'était renoncer à ce qui justifiait l'existence. C'était accepter de ne rien comprendre aux voix et aux visions qui la hantaient depuis l'enfance. C'était renoncer à devenir ce qu'elle était déjà. C'était exiger d'Ève qu'elle sacrifie à l'humanité pour le confort de son jardin d'Éden. Du coin de l'œil, Jeanne repéra nom et date que n'avaient pas dissimulé les flocons. Marcel Petit, Lucienne Roland, Marie Le Sage, Baptiste Le Brantu. Les deux filles finirent par atteindre le fond du cimetière où ne dépassaient du sol que des monticules de neige dépourvus de pierres tombales. On aurait dit des taupinières. Youssef, il se tenait à quelques mètres, blotti derrière un arbuste mort qui, en se rétractant, avait pris la forme d'une croix chrétienne. Sur la branche horizontale, elle lut Johann, 1871. Et sur le visage de Youssef, elle comprit ce qui clochait, ce qui faisait qu'il était à la fois lui-même et un autre, ce qui expliquait la mélodie dissonante de son retour. Cette couleur grise, terreuse, les cavités obscures où s'enfonçaient ses yeux, la vase qui lui entortillait les cheveux et lui ravinait les joues, sa chemise trempée dans ce matin neigeux, il lui rappelait le harki apparu dans le ciel de l'église Saint-Bernard. C'était bien Youssef qui se tenait face à elle, mais il était mort, et alors que les filles se rendaient progressivement à l'évidence de ce visage meurtri, elles n'étaient plus si certaines que leur ami leur veuille du bien. Deux mains surgies de terre leur agrippèrent les mollets et les attirèrent sous le sol du cimetière. Merci Pierre. Alors j'ai une dernière question parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé de cette couverture. De ce peintre Giovanni Segantini, un peintre réaliste du 19e siècle, il me semble. Comment vous l'avez découvert? Est-ce que c'est un peintre que vous avez découvert, étant donné que la peinture est présente, voire omniprésente dans le roman? Est-ce que c'est en amont du roman que vous avez découvert ce tableau-là, ou au contraire, c'est juste une question de choix éditorial pour la couverture du roman qui, en effet, est évidente? En réalité, dans mon roman, effectivement, il est beaucoup question de peintres. Donc, j'avais d'abord cherché du côté des peintres un peu emblématiques du roman, notamment Bruegel, dont il est beaucoup question. On a fait des essais avec des peintures de Bruegel, notamment le Triomphe de la mort. Et puis ça ne donnait rien, parce qu'à un moment, il faut aussi que le livre soit un bel objet. Et donc c'est mon éditeur, Stéphane Carrière, qui a trouvé cette peinture, qui me l'a présentée. Et il se trouve que cette peinture, elle s'appelle Mauvaise mère. Et comme il y a aussi une question de la maternité, de l'amour maternel, etc., qui m'intéressait beaucoup, même si effectivement, j'aurais là aussi aimé vous dire, c'est une peinture que j'avais en tête depuis l'origine, elle me semblait correspondre parfaitement à l'univers que je voulais donner à ce livre. Donc voilà la genèse de cette couverture. Et ça aurait pu être aussi quelque chose, une peinture sur le quartier de la Goutte d'Or, finalement. Mais je suis pas sûr que des peintres. On a longtemps essayé, j'ai un ami photographe avec lequel on a longtemps essayé de faire une photo qui rende justice à la Goutte d'Or.
Et autant Montmartre est très photogénique, mais très voilà, connu, on n'a pas réussi. On n'a pas eu de chance aussi. Le soir, on a fait les sorties photos, mais on n'a rien trouvé qui, à notre sens, rendait suffisamment justice à la Goutte d'Or. Donc, cette peinture est arrivée et a un peu clôturé le débat. Et ça casse en effet les codes. Merci infiniment, Pierre. Je le rappelle, nous sommes Immortels aux éditions Anne Carrière de Pierre Darcagnan. Un grand roman, un roman différent, tellement différent de ce qu'on lit aussi habituellement. Je vous souhaite vraiment le meilleur, Pierre, et j'ai hâte de vous retrouver une prochaine fois pour votre prochain ouvrage. Est-ce que vous avez travaillé déjà sur quelque chose d'ailleurs? Est-ce que Nous sommes Immortels vous a pris tant de temps que pour l'instant vous faites une pause, ou est-ce que vous travaillez sur d'autres projets littéraires ou culturels de manière plus générale? Là, j'ai fait une pause pendant quelques mois. J'ai retrouvé un peu de liberté. Je me suis mis à regarder de nouveau des séries, ce qui m'était plus arrivé depuis, enfin une série, ce qui m'était plus arrivé depuis très longtemps. Donc j'étais aussi content de retrouver un peu cet aspect de la culture, qui est un aspect de la culture, mais que je m'interdis le reste du temps, sinon c'est impossible d'écrire. Mais maintenant, ça fait longtemps que la culpabilité est revenue, et donc j'ai très mauvaise conscience à ne pas me remettre sur autre chose. Donc j'ai plusieurs idées en tête. Je ne sais pas laquelle va finir par l'emporter. Et donc j'espère m'y remettre très bientôt. Et je vous remercie beaucoup, Anthony, de m'avoir invité. Je vous remercie à tous et à toutes surtout d'ailleurs de m'avoir écouté parce que c'est pas simple pour les écrivains voilà, d'attirer un peu l'attention, etc. Donc je vous remercie infiniment de votre accueil bienveillant. Merci Pierre, merci infiniment à vous aussi. Et eh bien, on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette rentrée littéraire qui a débuté depuis un mois. Et on espère que Nous sommes immortels continuera d'exister le plus longtemps possible, autant que Jean-Pierre Martinet. Merci Merci. beaucoup. J'espère un peu plus longtemps que Jean-Pierre Martinet, mais autant que Jérôme, oui. Mm. Oui, 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 que Jérôme. Oui, oui, pardon. Très bien. Merci à tous. Au revoir tout le Merci monde. beaucoup. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir.